Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h40, c'est le serpent de mer du quinquennat. Le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme aura finalement lieu ce vendredi matin au programme de nouvelles mesures pour lutter contre l'islam radical. Alors comment le terme de séparatisme est intervenu dans le débat? Pour en parler, j'ai choisi de vous inviter Louis-Georges Tin. Bonjour, vous êtes président d'honneur du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, et vous allez publier le 7 octobre prochain Les impostures de l'universalisme aux éditions Textuel. Et si j'ai choisi de vous inviter, c'est parce que je me suis dit que finalement, lorsqu'il était question de séparatisme, bien souvent, on pense à un certain nombre d'associations perçues comme communautaires. Bref, vous allez pouvoir répondre immédiatement à ma première question. Est-ce que finalement, le séparatisme, c'est un terme qui vous désigne? Écoutez, certainement. Si vous demandez à Éric Zemmour si Louis-Georges Tin est séparatiste, il vous dira oui. Mais beaucoup de personnes hétérosexuelles vous diront oui, les homosexuels sont séparatistes, en Égypte par exemple, je suppose. Des personnes des centres-villes vous diront les séparatistes, c'est les banlieues. Des personnes parisiennes vous diront les Bretons et les Corses, c'est des séparatistes. D'autres personnes vous diront, bref, vous aurez compris, le séparatiste, c'est l'autre. Mais l'universalisme, c'est aussi une notion qui permet justement d'éviter de classer les gens dans une catégorie parce qu'on est tous perçus au travers d'identités multiples. Et d'ailleurs, on peut se réclamer d'identités multiples, Louis-Georges Tin. Absolument. D'ailleurs, nous appartenons tous à plusieurs groupes sociaux. Personne n'est une entité unique, monade. On appartient à un genre, à une catégorie socio-professionnelle, à une classe d'âge, à une religion ou pas, à un parti politique ou pas, à des sensibilités. Donc, nous avons tous des identités multiples. Simplement, les universalistes, en général, ne sont pas des universalistes, mais des uniformalistes. C'est-à-dire des gens qui s'érigent en modèle. L'universel, c'est moi. Donc, je suis un homme, en général blanc, catholique, bourgeois et riche, et j'érige des normes qui sont des normes personnelles de manière hégémonique en disant l'universel, c'est ça, c'est-à-dire c'est moi. Est-ce que vous ne leur prêtez pas des intentions? Qu'est-ce qui vous permet de dire, Louis-Georges Tin, que les universalistes, en réalité, veulent une humanité uniforme? Eh bien, ce discours, il est tenu par une élite sociale très clairement affichée. Quand vous demandez aux Français quels sont leurs soucis du quotidien, eh bien, ils vous parleront d'éducation, de maladie, de sécurité, de sujets du quotidien. Ce sont les élites sociales qui, étant par définition un groupe restreint, qui essayent d'imposer à l'ensemble de la société ces normes hégémoniques. C'est pour ça que, au fond, elles se définissent toujours par rapport aux autres. Et donc, tous les groupes sociaux que j'ai indiqués, les provinces, les homosexuels, les noirs, les musulmans, les banlieusards, tous ces gens qui ne sont pas justement l'élite sociale a priori, tous ces gens sont susceptibles d'être désignés comme séparatistes, alors que c'est eux qui sont en fait séparés, mais souvent séparés par des pratiques ou des lois discriminatoires. Mais est-ce que, par exemple, l'universalisme n'est pas justement la seule manière, finalement, d'envisager la coexistence de tous? Parce que vous voyez bien que si on n'a pas un socle commun du point de vue culturel, du point de vue peut-être aussi de nos manières de vivre, eh bien, la vie en société est difficile, Louis-Georges Tin. L'universalisme vrai, oui. Mais l'uniformalisme, non. Moi, je suis très sensible à la définition de l'Union européenne, l'unité dans la diversité. Et c'est ça qui est important, car le respect de cette diversité, dans le respect des lois, bien entendu. Mais comme on a déjà des lois françaises qui sont assez nombreuses, qu'on a d'ailleurs du mal à faire appliquer, je ne suis pas certain qu'une nouvelle loi sur le séparatisme soit nécessaire. C'est un peu un gadget électoral, un marqueur électorale, politique, mais du point de vue des lois, je ne suis pas certain de la nécessité de ce nouvel article. Alors justement, on va entendre un extrait d'un discours d'Emmanuel Macron, un extrait où il présentait sa lutte contre le séparatisme, Louis-Georges Tin. La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste. Alors, cette stratégie de lutte contre le séparatisme islamiste, elle doit se construire à mes yeux autour de 4 lignes de force. La première, c'est de reprendre le contrôle et de lutter contre les influences étrangères. En particulier à l'école et dans les lieux de culte, c'est ce sur quoi je veux surtout aujourd'hui m'exprimer. La deuxième, c'est de favoriser une meilleure organisation du culte musulman en France, justement dans le respect de la laïcité et pour s'assurer du respect de toutes les lois de la République. Troisième ligne de force, c'est de lutter avec détermination
contre toutes les manifestations du séparatisme islamiste et du repli communautariste qu'il génère et qui contreviennent aux lois et règlements. C'est-à-dire rentrer dans le détail de ce que je viens d'évoquer, et point par point, là où la loi est ambiguë, là où des pratiques se sont développées, de pouvoir y répondre avec beaucoup de calme. Et la quatrième ligne de force, c'est de pouvoir ramener la République là où elle a un peu démissionné, où elle n'a pas toujours été au rendez-vous, où des difficultés sont apparues que nous n'avons pas su résoudre comme il se devait. Votre réaction, Louis Georgetin, à ce discours d'Emmanuel Macron? Il est difficile de se prononcer, la loi n'est pas encore présentée, mais c'est un mot fourre-tout que ce séparatisme. On peut y mettre tout et le contraire de tout. Comme je disais, nous avons déjà des lois qu'il faut faire appliquer. Il faut lutter bien sûr contre le terrorisme, cela va de soi, mais il y a déjà des lois. Donc ce n'est pas une question de loi à mon avis. Je ne vois pas très bien à quoi tout cela sert, sauf à donner des gages à une certaine partie de l'électorat. Bon, mais le communautarisme, c'est un fait, Louis Georgetin. Il y a par exemple un socle minimal à l'école, l'apprentissage des sciences, de l'histoire qui doit être largement accepté. Oui, mais même le mot communautarisme, c'est un peu la même chose. C'est un mot, chacun a sa définition. Moi, la seule définition que je connais, c'est la définition du droit et qu'il faut respecter. Après, sur le reste, c'est vraiment ce que chacun fantasme de l'autre, qu'il veut rejeter. Chacun essaie de s'affirmer en disant « la République, c'est moi ». D'ailleurs, les gens parlent d'universalisme français. Je dis c'est un oxymore. Mais si c'est universalisme, ça n'est pas français. Si c'est français, ce n'est pas universaliste. Mais justement, est-ce que la loi est suffisante? Parce qu'il n'y a pas que le cadre légal dans l'existence des individus, il y a aussi un cadre social. Et ce cadre social, eh bien, il va sur des choses qui sont parfois plus fines ou différentes, en tout cas, que ce que prévoit la loi, Louis Georgetin. Mais alors pourquoi faire une loi pour régler ces questions ? Peut-être que c'est par l'éducation qu'il faut travailler. En tout cas, moi, je suis très sensible. Je suis athée. Je n'ai pas de familiarité connue avec l'islam, et encore moins l'islam radical que j'ai souvent combattu, d'ailleurs, dans mon combat contre l'homophobie. Mais je pense qu'il faut faire attention aux mots. Dans un contexte où on parle des sauvages, en tout cas l'ensauvagement. Car autrefois, les sauvages, c'était les Noirs ou les Arabes. Aujourd'hui, on dit ensauvagement, ce qui est un euphémisme. Dans un contexte où on nous parle, en effet, de séparatisme, je me rappelle quand même que ces mots, autrefois, ont été utilisés. Bien sûr, il y a une généalogie coloniale. Aimé Césaire, à l'époque, avait été désigné par le général de Gaulle comme un séparatiste. Et je me dis que si Aimé Césaire était vivant aujourd'hui, peut-être qu'avec cette nouvelle loi, il tomberait sous le coup de la loi et au lieu d'avoir sa plaque au Panthéon, il serait peut-être en prison. Mais alors, justement, parfois ces questions, lorsqu'elles sont évoquées, elles peuvent faire peur à certains Français qui se disent finalement, le séparatisme, c'est la concurrence des victimes. Est-ce que c'est cela que vous voulez, Louis Georgetin, c'est-à-dire opérer une hiérarchie entre les victimes ? C'est pas du tout le sujet. Et encore une fois, je suis même pas sûr que M. Macron pense à ça. Enfin, il pense un peu à tout et n'importe quoi. Donc on ne sait pas. C'est pour ça que ce débat est extrêmement difficile. C'est très pratique quand on est un homme politique, car ça permet de cristalliser les tensions et les peurs de toutes sortes de personnes. Mais c'est quand même extrêmement gênant. Et je pense à une autre généalogie que celle de la colonie. Par exemple, dans un cadre religieux, nous avons eu les guerres de religion. Ce qui était reproché aux protestants, c'était de se séparer du corps du Christ, de l'Église du Christ. Et même avant les protestants, le massacre des Vaudois, par exemple, dans le Luberon, 2700 morts en 1545, eux aussi, on leur reprochait de se séparer. Donc, ce n'était pas le mot séparatisme, mais c'était bien le problème de vouloir se séparer de l'Église du Christ. Donc, ce sont des mots qui appartiennent au vocabulaire des guerres de religion, au vocabulaire des guerres coloniales, et ainsi, dans l'espace public, remettre ces mots qu'on avait oubliés ou qu'on croyait dépassés m'inquiète singulièrement. Est-ce que le fait d'insister là-dessus, Louis Georgetin, c'est-à-dire d'insister, je vais le dire d'un mot, d'insister sur la question raciale, n'est pas une manière aussi d'enterrer la question sociale ? Alors, je ne crois pas, mais la question sociale se pose, parce qu'en effet, le séparatisme, pourrait-on dire, c'est aussi le séparatisme des ultra-riches, qui font de l'évasion fiscale, donc qui se séparent du corps fiscal, qui sont dans leur ghetto doré, qui sont dans leurs yachts, dans leurs cliniques, dans leurs écoles. Je n'entends pas beaucoup M. Macron protester contre ces gens, qui sont une menace authentique contre l'unité. Donc il y a les séparatistes d'en haut, qui ne gênent personne, on dirait, et puis les séparatistes d'en bas, qui fixent toute l'attention. Mais encore une fois, la question donc du séparatisme des riches, puisque c'est par exemple la une de l'Humanité aujourd'hui, Louis Georgetin, cette question-là, elle peut, disons, se
résoudre, ou en tout cas on peut tenter de la combattre avec par exemple une politique fiscale. La question raciale, elle essentialise les individus et cela, c'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter, sauf à considérer, comme le fait la République, qu'il n'y a pas de race et que par conséquent, il n'y a qu'une catégorie qui est la catégorie d'individus formels. Est-ce que ça, c'est pas une différence marquante? En tout cas, on est souvent en France dans un antiracisme moral, alors que les questions concrètes sont complètement passées à la trappe. Un exemple très concret, un rapport de Matignon, il y a quelques années, montrait, en fait, France Stratégie, qui est un organisme sous l'égide de Matignon, montrait que les Noirs et les Arabes, à travail égal, touchent à peu près 30% de moins que les Blancs. Et les femmes noires ou arabes touchent 49% de moins que les hommes blancs, à travail égal. Mais qui en parle? Mais personne. Oh, il y a eu beaucoup de gens qui Vous parlent connaissiez ce chiffre, par exemple? des discriminations. Non, mais J'en ce connais chiffre d'autres. sur l'égalité salariale, personne n'en parle. Il n'y a pas de loi sur l'égalité salariale en raison des questions raciales. Donc, il Mais faut il y a une faire... loi générale sur l'égalité salariale. Non, pas sur la question des origines, car au fond, le principe, il est, si vous voulez, comme cela, mais ce qu'il faut, c'est des lois précises. Par exemple, pour ce problème que je suis en train d'évoquer, il faudrait faire ce qui a été fait sur la question des femmes à juste titre, et d'ailleurs qu'il faut renforcer, c'est-à-dire le rapport de situation comparée. C'est-à-dire qu'il faut comparer hommes et femmes dans l'entreprise en matière de recrutement, de rémunération et de promotion. C'est la même chose qu'il faut faire évidemment sur la question des origines. Sans quoi, comment voulez-vous savoir si oui ou non il y a des discriminations? Donc il y a des discours très généraux, mais en fait il y a des gens qui sont séparés. Quand on touche moins, quand il y a une forme parfois même de ghetto, c'est M. Valls qui avait utilisé ce mot, mais les gens sont séparés mais pas de leurs propres faits. Ils sont séparés parce qu'ils sont relégués, ils sont discriminés. Donc, il ne s'agit pas de les séparer davantage avec de grands discours qui les écartent. Il s'agit au contraire de lutter contre un séparatisme de fait dont ils sont les premières victimes. Mais là, avec M. Macron, on a l'impression que les victimes deviennent les coupables. Je poursuis ma critique du séparatisme Louis-Georges Tin. Il y a un politiste, Laurent de Bouvet, qui parle par exemple d'insécurité culturelle. Et l'une des idées, en tout cas dans le sillage de cette notion, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir en risque et, par exemple, voter. Alors, aux États-Unis, on explique en partie le vote Trump ainsi, en disant, voilà, le pauvre blanc, aujourd'hui, il est menacé, donc il vote Trump. Est-ce que vous ne risquez pas, en agitant ces différents spectres, finalement, en combattant l'universalisme, puisque vous publiez les impostures de l'universalisme aux éditions textuelles, de faire le jeu d'ennemis qui sont des ennemis beaucoup plus radicaux que ceux que vous désignez? Alors, je dirais deux choses. D'abord, ce que je condamne, c'est le faux universalisme, cet uniformalisme dont j'en parle. Et deuxièmement, il est classique, évidemment, je ne parle pas de vous, mais que l'on accuse ceux qui luttent contre les discriminations de les renforcer. Quand vous luttez contre le sexisme, c'est votre faute s'il y a du sexisme. Quand vous luttez contre l'homophobie, c'est votre faute. Donc c'est une rhétorique que certaines personnes utilisent de manière classique et de mauvaise foi. Mais je crois que si on veut vraiment parler du séparatisme, mais pourquoi pas ? À ce moment-là, il faut prendre les choses à bras-le-corps. Les personnes discriminées sont séparées du corps social, que ce soit le sexisme, l'homophobie, le racisme, les discriminations liées aux origines, y compris les provinces. Le mot province vient du latin vincere, donc ce sont les vaincus. Beaucoup de provinciaux, à juste titre, se sentent mis à l'écart ou pas respectés. Même un Premier ministre qui a un accent du Sud est moqué. Donc c'est ça le séparatisme, si on veut bien s'y attacher. Donc c'est la lutte contre les discriminations. Or là, on va s'attacher à désigner les discriminés comme étant responsables de leur propre discrimination. Mais alors, qu'est-ce que vous pourriez proposer, Louis-Georges Tin, pour retrouver justement ce que vous considérez finalement comme le véritable universalisme? Puisque si je vous suis bien, finalement, ce que vous combattez, ce n'est pas l'universalisme, mais le faux universalisme. Exactement, vous avez parfaitement résumé les choses. Eh bien, nous proposons une véritable lutte pour l'égalité, qui est le cœur de notre devise républicaine. Que demandent en fait les musulmans? Ils demandent l'égalité, mais ils ne sont pas traités comme cela. Par conséquent, on est entré dans une spirale. Un certain nombre de Français non musulmans stigmatisent les musulmans. Les musulmans, se sentant rejetés, se referment sur eux-mêmes, ce qui justifie en retour les préjugés qu'on a contre eux. Et c'est cette spirale dont on ne sort pas. Depuis plus de 20 ans, il n'y a pas une semaine en France, une étude l'a montré, qui ne se passe sans qu'un quotidien ou un hebdomadaire de fasse sa une sur et contre les musulmans. Moi qui ne suis pas
musulman, qui ne suis pas sensible du tout aux thèses intégristes, j'avoue que cela me met en colère. Et je comprends que certains musulmans en aient assez. Mais quand on entre dans cette spirale, eh bien, il n'y a plus de fin. Et M. Macron alimente, il remet une espèce de pièce dans la machine. Bon, mais il y a néanmoins des lois, alors peut-être faut-il les appliquer différemment, peut-être mieux les appliquer, Louis Georgetin, mais a priori, les discriminations ne sont pas autorisées en France, et c'est la raison pour laquelle la notion, par exemple, de racisme systémique, ou ces notions qui voudraient faire porter le poids d'un racisme à la totalité de la communauté, sont finalement des notions probablement à manier avec précaution. Eh bien, nous sommes dans une république et on nous dit qu'il n'y a pas de violence policière. Je suppose qu'il n'y a pas de violence conjugale puisqu'il y a les lois. Enfin, je veux dire, quand on va dans cette direction... Pourquoi faites-vous ces amalgames ? Vous dites nous sommes dans une république, donc ça donne l'impression qu'évidemment, il n'y aurait pas de... Non, ça veut il dire n'y a pas de racisme systémique parce que nous non. sommes dans une république. Non, ce que je veux Il y a dire, du c'est que sexisme si systémique, finalement, même si nous si sommes le dans une racisme république. est partout, il est nulle part, et précisément, si on souhaite le combattre, il faut considérer qu'il n'est pas l'œuvre de tous, mais l'œuvre de certains qui sont en dehors de la loi. Je ne crois pas. Lorsqu'il y a des violences policières, bien souvent à caractère racial, ça a été démontré par toutes les études, y compris celles du Personne ne défenseur des justifie droits. les violences policières. Non, mais l'institution, oui, puisqu'on nous dit que ça n'existe pas. S'il n'y a pas de violence policière, donc le problème n'existe pas. Donc toutes les études scientifiques du défenseur des droits, etc., démontrent qu'il y a des violences policières, qu'elles ont bien souvent un caractère racial. Le CNRS a démontré que quand vous êtes noir ou arabe, vous êtes exposé davantage au contrôle au faciès, qui dérape bien souvent. Et on nous dit qu'il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de racisme de l'État, alors que la police, je crois, est une institution d'État. Mais alors, justement, lorsque ces lois étaient, comment dirais-je, devaient être appliquées, Manuel Valls avait songé à faire un récépissé pour lutter contre les contrôles au faciès. Pourquoi la gauche ne l'a pas fait, selon vous ? Eh bien, elle a eu tort, vous avez raison, ça faisait partie des engagements de M. Hollande, on y avait travaillé, il ne l'a pas fait. C'est l'une des raisons d'une désaffection d'une partie de l'opinion par rapport à cette gauche qui a trahi sa cause. Je vais répondre un peu à côté de votre question. Moi, je suis souvent intervenu en tant que professeur d'université pour former les futurs enseignantes et enseignants. Et je leur disais, cette question des discriminations, souvent elle est perçue comme un supplément d'âme. À la fin de l'année, on pourra peut-être consacrer une séance à ces questions. Je dis premièrement, c'est l'école républicaine. Si c'est marqué liberté, égalité, fraternité au fronton de votre institution, vous devriez accorder une certaine importance à ce sujet. Deuxièmement, même si vous êtes intéressé uniquement par le programme de français, d'histoire ou de biologie, sachez que dans votre classe, quand vous arrivez au début, si le petit garçon au fond qui est malentendant se sent rejeté par les autres qui se moquent de lui, il n'osera pas dire qu'il est malentendant. Les filles qui sont harcelées par un certain nombre de caïds sont un peu en décrochage scolaire. Les caïds d'eux-mêmes se sentent rejetés parce que certains d'entre eux disent les C-francs sont contre nous, etc. Le petit homosexuel ou le petit juif sont en décrochage scolaire parce qu'eux-mêmes sont sous une pression. Voilà. Eh bien, croyez-moi, quelle que soit la qualité de votre cours de maths ou de français, il ne passera pas. Il faut d'abord s'assurer des conditions d'accueil, d'inclusion, pour que personne ne se sente séparé. Voilà un peu des mesures intéressantes, concrètes, que l'on peut mettre en place. Une dernière question, Louis Georgetin. Nous vivons une époque étrange parce que c'est une époque où à la fois de très grandes libertés sont offertes aux individus et c'est une excellente chose. On peut par exemple aujourd'hui choisir son sexe, voire choisir de pas en avoir et être dans l'intersexe. Et dans le même temps, on ne peut pas choisir son appartenance ethnique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir d'être noir, blanc, d'avoir une identité et de la façonner parce qu'on est accusé d'appropriation culturelle. C'est pas un peu contradictoire tout cela ? Alors, si on parle d'appropriation culturelle, je crois qu'il faut vraiment parler de la vraie appropriation culturelle. On peut débattre de certains cas un peu limites comme cela, mais il y a dans quelques jours une loi qui va passer au Parlement sur la restitution des trésors coloniaux. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé ça, nous avons lancé la campagne. Eh bien, il faut savoir que la France a capté, pillé, massacré, et la loi va justement essayer de réparer cela. Le problème, c'est que il y a plus de 50 000 objets africains qui appartiennent à l'Afrique et qui sont en France. La loi prévoit de restituer 0,0008% du patrimoine africain en France. J'ai fait le calcul pour vous. Donc c'est une restitution en trompe-l'œil. C'est ça l'appropriation culturelle. Louis Georgetin, Les impostures de l'universalisme, c'est votre livre publié aux éditions Textuelles. Merci de nous avoir rendu visite. Dans quelques instants, une comédienne pensionnaire à la Comédie Française, Dominique Blanc. Elle joue dans Le Côté de Guermantes, d'après Marcel Proust, bien entendu. Adapté et mise en scène par Christophe Honoré.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est une immense joie de vous accueillir ici, Dominique Blanc. Bonjour, vous êtes comédienne pensionnaire à la Comédie Française. Vous jouez en ce moment Le Côté de Guermantes, d'après Marcel Proust, évidemment, adapté, mise en scène par Christophe Honoré. Alors c'est au Théâtre Marigny à Paris jusqu'au 15 novembre prochain. Et vous allez également jouer le rôle principal dans Sans famille, d'après Hector Malot, avec une mise en scène de Léna Bréban. Ça sera au Théâtre du Vieux Colombier à Paris du 25 novembre au 10 janvier prochain. C'est une immense joie parce qu'on a envie de théâtre en ce moment, Dominique Blanc, et j'ai constaté avec grand plaisir que la salle était pleine hier. Comment se porte le théâtre ? Alors écoutez, la salle était pleine et elle était masquée. Et je crois qu'au moment des applaudissements, il y avait une émotion vraiment très particulière. Parce que les spectateurs étaient fous de joie et nous aussi. On est quand même une vingtaine sur scène. On a respecté évidemment les gestes barrières, on joue non masqué. Et chaque soir, on se dit que c'est une chance parce que chaque soir, ça peut s'arrêter. Il suffit d'un cas positif pour que tout l'édifice s'écroule. Donc, on est vraiment dans une énergie particulière. En fait, c'est une aventure qui a démarré en novembre dernier. Christophe Honoré nous a réunis, il nous a demandé un peu ce que chacun pensait de Marcel Proust. C'était très beau de voir à quel point les comédiens du français avaient énormément d'humilité et presque de trac à l'idée d'aborder cette œuvre, et puis à l'idée aussi de la jouer au théâtre, parce que je pense que c'est la première fois. Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques, télévisées, mais au théâtre, c'était la première fois. On a commencé donc à répéter pendant 2 mois. Mais vous avez travaillé comment ce texte d'abord, Dominique Blanc ? Alors, il y a eu d'abord une très belle adaptation de Christophe Honoré. Parce que Christophe Honoré, cinéaste, a, je pense, Marcel Proust dans son cœur depuis très très longtemps. Et comme c'est un amoureux de la littérature aussi, cette idée un peu risquée de le jouer au théâtre, c'était aussi de le jouer au Théâtre Marigny, parce qu'il y avait des travaux à ce moment-là à la salle Richelieu, et normalement on devait jouer cette pièce au mois de mai-juin. Donc le théâtre s'ouvrant sur les Champs-Élysées, où Marcel Proust se promenait avec sa grand-mère, tout d'un coup, le virtuel, le fictif, la vérité, tout ça se mélangeait formidablement. Oui, parce qu'il y a une chose magnifique qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que la scène est prolongée par des portes qui s'ouvrent sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire qu'on voit, et c'est vraiment quelque chose de fabuleux, c'est très par le beau. temps qu'il fait, on voit ce qu'il y a derrière, on voit les Champs-Élysées derrière la scène. Voilà, on voit les jardins. De ma loge, je vois les jardins, et comment ne pas penser à Marcel Proust, à sa grand-mère et à tous les personnages de la recherche, puisque beaucoup d'événements se passent à Paris. Alors ces répétitions, on a pris le texte à bras-le-corps. Christophe Honoré nous a demandé de le savoir très vite, de le savoir très tôt. On s'est beaucoup écouté, on a fait beaucoup de lectures, et puis on s'est mis debout et on s'est lancé. Mais tout s'est arrêté au mois de mars, évidemment. Parce que le 12 mars, moi, je jouais Angels in America. Je pensais pouvoir jouer le lendemain et tout s'est arrêté. Voilà. Et alors, qu'est-ce Donc, que vous avez fait pendant Comment 2 mois. Dominique Blanc a-t-elle été confinée ? Vous avez fait quoi ? Oui, j'ai été confinée comme tout le monde et on a fait, sous l'égide de notre administrateur, on a créé cette web télé, vous savez, où on enregistrait des poèmes, des textes, etc. Et puis... le confinement, moi j'étais d'une certaine manière très protégée, puisque vivant en banlieue et en maison, avec un bout de jardin, j'étais très protégée. Mais Proust s'est éloigné. Et puis on est revenu à Proust, chacun individuellement, en ne sachant pas du tout ce qui allait advenir. Et puis finalement, Christophe Honoré a réfléchi et il a dit « on va reprendre les répétitions dès qu'on pourra. Entre-temps, je voudrais tourner une espèce de... variation poétique, documentaire poétique, avec qui voudra, qui sera libre au mois de juillet, en 10 jours. Et il a tourné ce documentaire poétique qui s'appelle Guermantes, que j'ai vu il y a 3 jours, qui dure 2h20 maintenant, et qui est une merveille absolue. Sur des comédiens enfermés dans un théâtre qui ne peuvent pas jouer. À cause de quoi, on ne sait pas. Qu'est-ce que le Covid a changé à
cette manière de jouer Proust aujourd'hui de Ça a Mignon Blanc? tout changé, parce que tout d'un coup, jouer au théâtre actuellement, c'est une chance inespérée. Et nous le savons tous. D'abord parce qu'on est à la Comédie Française, donc dans un endroit très privilégié quand même, mais en plus, le fait de savoir qu'on joue, que l'on peut jouer comme ça jusqu'au 15 novembre. Et c'est vrai que les représentations, on a commencé il y a 2 soirs, il y a quelque chose de l'exceptionnel à chaque fois. Oui, c'était vraiment magnifique de voir hier. Je vous propose d'écouter justement un extrait de cette pièce, Dominique Blanc. Ma tante, Oui, à propos de... l'affaire. Voilà, de l'affaire. Oui. Savez-vous qui est un partisan enragé de Dreyfus? oui. Je vous le donne en je mille. ne sais pas. Vous savez pas? Comment? Robert. Absolument, mon neveu Robert. Ah oui. Oui, quand on a appris ses exploits au jockey, c'était un véritable tollé. Lever le bouclier. Et comme nous devons le présenter dans 8 jours. Évidemment, s'ils sont tous comme Gilbert qui a toujours soutenu qu'il fallait renvoyer tous les Juifs à Jérusalem. Alors mon cousin, le prince de Guermantes, est tout à fait dans mes idées. Non, mais qui est-ce qui vous parle de Gilbert et de Jérusalem? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais enfin, admettez que si l'un des nôtres était refusé au jockey, surtout Robert, dont le père en a été président pendant 10 ans, ce serait d'un comble. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça les a fait tiquer, ces messieurs. Ils ont fait des gros yeux. Et je ne peux pas leur en vouloir. Hein. Moi, personnellement, vous savez que je n'ai aucun préjugé de race. J'estime que ce n'est pas de notre époque, et pardon, mais j'ai la prétention de marcher avec mon temps. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? Quand on s'appelle le marquis de Saint-Loup, on n'est pas de réfusard. Oui. Je vous dis. Il y a des résonances incroyablement actuelles dans ce Proust-là, Dominique Blanc. Il faut ajouter qu'on a pu reconnaître la voix, par exemple, de Laurent Lafitte, qui est le duc de Guermantes. Il y a Serge Bagdasarian, qui est merveilleux en Charlus. Stéphane Varupen, qui est Marcel, Elsa Le Poivre. Elsa Le Poivre, Divine en duchesse de Guermantes, Anne Kessler en comtesse de Marsante. Oh, il y a une distribution extraordinaire. Cet extrait qu'on vient d'entendre, justement, la manière dont on a l'impression que Marcel Proust nous parle d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, l'affaire Dreyfus, on va en parler beaucoup, on en parle beaucoup dans la recherche, mais on va en parler beaucoup dans le côté de Guermantes et particulièrement dans l'adaptation de Christophe Honoré. L'affaire Dreyfus, alors dans les salons, on est pour, on est contre, à mon avis tout ça varie en fonction du temps et en fonction du vent, mais ce qui est certain, c'est l'antisémitisme pour chacun d'entre eux. Dans le salon de Madame de Villeparisis et dans le salon des Guermantes que l'on verra plus tard, et on entend tout ça avec une férocité et bien évidemment aussi un humour, parce que Marcel Proust a beaucoup d'humour. Et regardez, hier soir, les gens ont beaucoup ri aussi. C'est très méchant, c'est impitoyable, mais on rit beaucoup. On rit de soi. On peut rire de soi. Il y a une mise en scène qui est très pop, Oui, qui est contemporaine. particulièrement réussi et qui met en scène, alors on peut entendre par exemple du Cat Stevens, on peut entendre aussi du Léo Ferré. Oui. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de danse. Pourquoi ce choix? Je pense que c'est l'univers de Christophe Honoré. Et quand on connaît sa filmographie, je ne connais pas tous les films, mais on sait son amour de la musique et son amour de la danse aussi. Et je crois qu'il voulait interpénétrer, je dirais, le mot n'est pas beau, mais vraiment qu'il y ait des correspondances, pour le coup, entre Marcel Proust et notre époque. Et elles existent, ces correspondances. Et moi, ce qui m'a fait extrêmement plaisir dès La Couturière, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunesse. Et beaucoup de jeunes gens qui, à mon avis, n'ont pas encore lu Proust. Il n'y avait pas de spécialistes particulièrement. Et ils ont été emballés par cet univers et par la modernité de l'auteur. C'est un auteur qui est tout près de nous. C'est un auteur qui fait très peur parce qu'il est considérable par la longueur de son œuvre, et puis aussi parce qu'on est assez complexé par rapport à ça. On se dit qu'on n'aura jamais le temps, qu'on ne comprendra pas, que c'est un français très compliqué. Or, c'est un français splendide. Et moi, c'est ce qui me touche. C'est que c'est une langue, on a l'impression qu'on parle en or, si vous voulez. C'est un français tellement beau, tellement architecturé, que pour l'apprivoiser, pour le retenir, il faut des jours et des jours. Vraiment. Et en même temps, bon, c'est aussi beau que du Racine.
Mais il y a effectivement énormément de thèmes qui résonnent de manière absolument contemporaine. On a entendu le passage sur l'antisémitisme, Oui. il y a l'identité homosexuelle chez Proust, ou le fait d'être homosexuel. Il y a aussi la question du snobisme, avec cette obsession pour les stratifications sociales chez Tout à Proust, fait. c'est pour ça que ça nous parle aussi, Dominique Oui. Blanc. Mais on vit une société qui est de plus en plus hiérarchisée, je dirais, structurée. Et lui, c'est ce qu'il raconte, effectivement, c'est toutes ces strates-là. Au début du film, on voit Marcel, enfin, oui, disons Marcel, possiblement le narrateur, Mhm. qui est incarné par Stéphane Varupen. Et la conversation démarre avec Françoise, qui est jouée par Julie Sicard. Et dès le début, il y a cet écart social. François, c'est la cuisinière. Absolument. Cet écart social qui est gigantesque. Et moi, je trouve qu'on le retrouve dans notre société aujourd'hui, évidemment. Oui, mais alors, à la fois, il y a l'écart social qui est gigantesque, il y a, et c'est cela en fait qui est particulier au moment proustien, à la fois la fin de cette société aristocratique et l'avènement de la société bourgeoise, et le fait que tout ceci est raconté par quelqu'un qui est juif et gay, ce qui provoque un double décentrement par rapport à la société aristocratique de l'époque. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Je pense que Christophe Honoré est quelqu'un qui aime profondément la littérature et qui la connaît extrêmement bien. Et ce qui lui a plu, c'était le pari un peu fou, le pari impossible, de dire que aujourd'hui, en 2020, on raconte Proust en 2h20, il n'y a pas d'entracte. On croit que les gens vont partir, on croit que les gens vont s'ennuyer. Et en fait, ce qui était merveilleux hier soir, là on a eu 3 salles déjà, 3 salles très différentes. Mais dans les 3 soirs, il y avait une écoute qui était incroyable. Ça veut dire Et quoi, 3 salles très différentes pour une actrice de théâtre? Bah écoutez, la couturière de mardi, il y a beaucoup des amis du français et des gens du français qui viennent. En gros, c'est les amis, mais les vrais amis. Donc on avait une salle qui riait beaucoup, mais qui riait dès le départ, parce que c'est une salle qui voulait aimer beaucoup. Et puis on a eu la première. Alors à la première, évidemment, c'est beaucoup plus glacé. Moi, j'ai le sentiment que les gens sont beaucoup en retrait. Mhm. Et il faut prouver, il faut montrer, il faut voir. Donc la salle ne riait pas. C'est un peu le monde de Proust Oui, tout à fait. corrigé par aujourd'hui. Tout à fait. Et hier soir, c'était encore plus le monde de Proust, si vous voulez, parce que d'une part, il y avait des critiques de théâtre, et puis il y avait des mécènes. Donc les mécènes regardaient les mécènes d'une espèce de manière. Les mécènes regardaient l'aristocratie, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, on peut dire. Mais enfin, ce monde, quand même très privilégié, regardait ce monde d'autrefois, ce monde de la Belle Époque. Et ils ont ri dès le départ. Mais moi, ce qui me bouleverse, c'est l'écoute. Parce que le texte de Proust est là. Ce que dit Stéphane Varupen, qui incarne Marcel, point de suspension, c'est-à-dire le narrateur, et puis le fait qu'on l'appelle Marcel aussi, avec des petits bouts improvisés, si vous voulez, que Christophe Honoré nous a autorisés pendant les répétitions, tout ça fait que c'est extrêmement accessible. Et moi, c'est ça qui me touche. Et le texte, je l'écoute tous les soirs. Quand vous avez au début Marcel et Françoise, et puis qu'on retrouve Robert de Saint-Loup avec le narrateur à Doncières, tout ce qui est raconté sur les grandes batailles militaires, etc., c'est des choses qui, a priori, ne devraient pas du tout m'intéresser, moi. Je trouve ça passionnant. Mais alors, je vous ai vu hier soir, quelle énergie. Vous êtes levé tôt ce matin. Comment faire pour avoir chaque soir cette même énergie, Dominique Blanc? Pour moi, personnellement, c'est l'énergie du jeu. Donc, c'est l'énergie du bonheur. Et c'est l'énergie du plaisir. Et je dirais aussi toujours l'énergie du partage. Ce qui n'est pas forcément le cas du cinéma. Pourquoi? Mais parce que le partage est immédiat au théâtre. Les gens sont là. Donc il faut les séduire immédiatement. Mais quel que soit votre état, de fatigue, de maladie, vous savez, c'est le fameux The show must go on. Et je pense que ce partage avec le Covid, il est bien évidemment décuplé. Parce que nous savons très bien que beaucoup de théâtres sont en train de fermer. Beaucoup de théâtres vont disparaître, hélas. Toute la profession, tous les métiers artistiques, si vous voulez, sont menacés avec ce Covid. C'est les petites compagnies, c'est les intermittents du spectacle, c'est la danse, la musique, c'est tout ça, voyez. Donc nous,
Comédien du français, extrêmement privilégié. Quand on joue, on sait ce que c'est. Et on joue avec une émotion très particulière. Mais l'énergie n'est pas la même au cinéma. Je crois qu'au début, vous étiez plus à l'aise au théâtre qu'au cinéma. Ah bah oui, je pensais pas que je ferais du cinéma. Il est arrivé un peu par hasard. Ça m'a beaucoup plu. Et ça me plairait beaucoup de tourner à nouveau. Et grâce au Covid, on va dire, il y a eu ce documentaire poétique avec Christophe Honoré et Arnaud Desplechin, qui a mis en scène Angels in America, a décidé cet été aussi, dans les gestes barrières et les masques, etc., de tourner Angels in America en 8 jours. Et c'était 2 paris impossibles. On a fait ça aux Français, en salle de répétition, donc c'est à peu près, c'est très en profondeur. Et c'était tout à fait inouï aussi parce que ça relevait de l'impossible. Et on y est parvenu. Mais est-ce que finalement, une troupe, ça n'est pas aussi un ensemble confiné? Ou en tout cas, c'est comme ça quand on n'est pas acteur que l'on s'imagine une troupe, Dominique Blanc? Alors, si vous voulez, là, avec le Covid, moi, je découvre la dimension humaniste de la troupe. En fait, je suis pensionnaire, je suis rentrée en mars, je ne sais plus combien, ça fera 5 ans. 2016. Voilà. Et là, je découvre la dimension humaniste parce qu'effectivement, il y a de l'entraide, il y a de l'écoute. Il y a en ce moment des gens du français qui ne jouent pas du tout. Ils sont très malheureux. C'est avec ces gens-là qu'on communique. Claude Mathieu, qui devait jouer la grand-mère, s'est cassé le pied il y a une semaine. Comment faire pour la remplacer? Christophe Honoré a une idée géniale qui a été de mettre les images du documentaire qu'on a tourné cet été, des images inédites. Vous savez, c'est comment dire, la force de l'instant et la force du présent qui fait qu'on est très soudés les uns les autres. Allez, plaisir d'offrir un second extrait de cette pièce, Dominique Blanc. Est-ce que tu es invité au bal de Lady Israël? Ah mais Dieu merci, je ne la connais pas. Faut demander à Mariana, elle la connaît, je me suis toujours demandé pourquoi. Oui. En effet, je la connais, je confesse mes erreurs, mais je suis décidée à ne plus la connaître. Il paraît que c'est une des pires et qu'elle ne s'en cache pas. Du reste, nous avons tous été trop confiants, trop hospitaliers. Je ne fréquenterai plus personne de cette nation. Pendant qu'on avait de vieux cousins de province, du même sang, à qui on fermait notre porte, on l'ouvrait aux Juifs. Nous voyons maintenant leur remerciement. Un extrait donc de cette pièce qui est adaptée par Christophe Honoré, Le côté de Guermantes, d'après Marcel Proust. Elle est jouée à la Comédie Française, mais ça se trouve au Théâtre Marigny à Paris jusqu'au 15 novembre. Mais alors il faut que je vous dise que Dominique Blanc est allée farfouiller dans son sac. Elle est en train de se saisir d'un livre, car vous voulez nous faire une lecture, Dominique Blanc, et nous vous écoutons. Écoutez, Marcel Proust, le matin comme ça, c'est une façon magnifique d'entamer une journée. Alors, c'est un petit extrait du Temps retrouvé, donc qui n'est pas Le côté de Guermantes. Et il évoque l'écriture et sa décision d'écrire. J'ai trouvé ce texte, pour ce matin, formidable. Que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je. Quel labeur devant lui! Pour en donner une idée, c'est aux arts les plus élevés et les plus différents qu'il faudrait emprunter des comparaisons, car cet écrivain, qui d'ailleurs pour chaque caractère en ferait apparaître les faces opposées, pour montrer son volume devrait préparer son livre minutieusement, avec de perpétuels regroupements de forces comme une offensive, le supporter comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde, sans laisser de côté ces mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art. Bravo. C'est une langue merveilleuse que celle de Proust. Vraiment. Et alors, moi, il se trouve que je vous avais vu dans une autre pièce où il y avait une langue merveilleuse qui était celle de Laclos. Vous étiez une fantastique Merteuil. Merci. La marquise de Merteuil est un autre personnage féminin tout à fait extraordinaire, féministe avant l'heure. Et là aussi, le français était très très beau. Je suis d'accord avec vous. Justement, le fait de donner vie à des textes, Proust, Laclos, ce ne sont pas des textes qui ont été faits pour le théâtre, bien sûr, et le fait de jouer ces langues qui sont des langues classiques dans des registres différents,
Qu'est-ce que ça suscite en vous, Dominique Blanc? Ça suscite en moi de la recherche, beaucoup, c'est-à-dire savoir l'époque, l'auteur, les personnages, comme si vous voulez mener une enquête. Et puis ensuite, travailler le texte, pour moi, c'est vraiment comme labourer de la terre, qui n'est pas une chose que je connais particulièrement. Mais en fait, c'est retourner la terre pour la rendre encore plus souple, encore plus fertile, et pour pouvoir l'offrir chaque soir de façon tout à fait différente. Parce qu'il ne faut pas d'un soir à l'autre produire la même chose, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Au fond, le texte, si vous voulez, particulièrement dans l'époque que nous traversons aujourd'hui, je pense que c'est ce qui enracine, sans jeu de mots, le théâtre d'aujourd'hui. On va chercher des scénarios de cinéma, on va chercher des textes littéraires qui sont des textes à lire plus que des textes à jouer, mais je crois que c'est comme ça que le théâtre de nos jours peut se régénérer. Bien sûr, il y a des auteurs de théâtre magnifiques et il y en a des tout jeunes qui sont en train de se construire, mais je pense que notre époque, particulièrement notre époque, puise ses influences, ses sources d'inspiration dans ces formes-là. Et pas la même chose chaque soir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes susceptible de moduler votre jeu Ah oui, bien sûr. Si une salle écoute, si une salle n'écoute pas, si elle rit trop, il faut pas rigoler avec Proust. Il faut rire, mais pas forcément rigoler. Donc ça suppose qu'on joue d'une manière délicate. Il faut éviter le numéro d'acteur, il faut éviter le cabot, ça n'a aucun intérêt. Il faut diffuser l'intelligence, diffuser l'humour de Proust et s'amuser beaucoup parce que Proust est un auteur qui a un humour tellement corrosif, on ne s'imagine pas rire avec lui. Et sur quoi jouez-vous à l'intérieur de vous-même lorsqu'il est question de passer des marquises de Laclos au duc et duchesse de chez Proust, Dominique Blanc? Ce sont des personnages. Donc, il faut les travailler profondément. Il faut ensuite en offrir les apparences, mais pas seulement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler l'intérieur du personnage. Villeparisis, c'est une marquise un petit peu pathétique parce que son salon est en train de décliner. Mais moi, ce qui m'a inspirée, c'est qu'elle est artiste peintre. Et elle pense qu'elle est une artiste. Alors à cette époque-là, être une artiste, peindre dans son salon tout en recevant les esprits les plus brillants et les plus ambitieux, quelque part, elle est un peu fille de la marquise de Merteuil, vous voyez. Sans famille, c'est la prochaine étape. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, ça sera à partir du 25 novembre jusqu'au 10 janvier prochain. Et là, vous aurez le rôle principal, Dominique Blanc. Également. Alors là, je ne peux rien dire, mais je reviendrai. Ma répétition commence demain matin. Vous pouvez revenir tous les jours. Attention. D'accord, c'est promis. Non, je commence demain, donc je ne peux rien vous dire. Bon, en tout cas, on est impatient et on peut vous voir dans Proust, selon Christophe Honoré. Ça se trouve donc au Théâtre Marigny à Paris. C'est jusqu'au 15 novembre prochain.